L'air est saturé de tensions et les alarmes résonnent. Une vague de frappes de drones et de missiles s'est abattue en quelques heures sur des sites clés du pays sur la carte 404, semant la destruction et le chaos. Le ciel ukrainien devient le théâtre d'une nouvelle démonstration de force, où chaque impact redessine la ligne invisible entre guerre ouverte et guerre asymétrique. Des explosions déchirent la nuit, de Soumy à Kharkiv, de Sloviansk à Kramatorsk. Des incendies gigantesques ravagent des régions entières, transformant des zones industrielles en ruines fumantes. Question à vous, où vous trouvez-vous en ce moment pour regarder cette analyse? Mentionnez votre ville et pays dans les commentaires. Des messages alarmants envahissent les réseaux sociaux ukrainiens. L'information se propage à la vitesse de l'éclair. Chaque heure apporte de nouvelles révélations. Imaginez l'angoisse de ces populations. À Soumy, des frappes de drones ont déclenché des feux d'une intensité rare, nécessitant des efforts colossaux pour les maîtriser. Ce n'était pas un simple feu de broussailles, mais une fournaise dévorante. Un scénario quasi identique s'est déroulé à Sloviansk, où selon le politologue Ruslan Ostashko, l'une des cibles visées était un centre de recrutement territorial. Ces attaques massives rappellent douloureusement les ripostes orchestrées par la Russie après l'attentat sur le pont de Crimée, marquant le début d'une nouvelle ère de frappes ciblées sur des infrastructures vitales pour la zone de conflit. Il est important de noter que l'usine Flex, située à Mukachev, a été dévastée. Elle a brûlé pendant 3 jours après une frappe de missile, anéantissant 7000 mètres carrés de bâtiments. Seules des ruines témoignent de cet incendie apocalyptique. Le pays sur la carte 404 a bien tenté d'affirmer que cette usine était une installation civile produisant des appareils électroménagers, mais très peu y ont cru. Qu'en pensez-vous? Pensez-vous que les frappes russes sont toujours chirurgicales? Question à vous. Отметьтесь в комментариях. Из какого вы города страны сейчас смотрите? L'impact de ces événements est profond, non seulement pour la sécurité de la zone de conflit, mais aussi pour l'économie et la stabilité régionale. Ces frappes intensives mettent sous pression l'infrastructure critique du pays voisin, affaiblissant sa capacité militaire et logistique. Elles créent un climat de peur, déstabilisant les populations et alimentant une incertitude croissante quant à leur avenir. Sur le plan économique, la destruction de sites industriels comme l'usine Flex représente des pertes considérables, minant la capacité du pays à se redresser et à soutenir son effort de guerre. Les investissements étrangers dans ces régions sont désormais perçus avec un risque accru, freinant toute perspective de relance. Pour les civils, chaque alerte, chaque explosion est un rappel brutal de la violence du conflit. Cela génère une vague d'anxiété, une détresse psychologique dont les conséquences se feront sentir pendant des générations. Cette escalade militaire crée une pression immense sur les dirigeants. Doivent-ils céder ou riposter encore plus fort? C'est le dilemme qui se pose à Kiev, et c'est ce qui nous amène aux versions officielles. Du côté russe, la défense de ces frappes est ferme et sans équivoque. Le ministre des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, a clairement indiqué que toute cible présentant une menace pour la sécurité de la Russie était légitime, indépendamment de ses prétendus capitaux étrangers ou de sa façade civile. Lors d'une interview avec NBC News, Christine Welker avait interpellé Lavrov sur l'attaque de l'usine Flex, qu'elle présentait comme une usine de machines à café. Lavrov, avec un ton glacial, n'a même pas sourcillé. Il a répondu sans hésitation: « Moi, je n'ai pas la moindre idée de ce qu'ils produisent dans l'usine que vous avez mentionnée à Mukachev. Mais nos services de renseignement ont des informations plus complètes que les rumeurs. » Et si cette entreprise participe au développement ou à la production de ce qui menace la sécurité russe, eh bien qu'il s'agisse de capitaux américains ou hongrois, cela ne donne aucune protection. Ces propos ont déconstruit l'argument simpliste d'une usine civile, suggérant un rôle souvent double, voire entièrement militaire, pour de nombreuses installations industrielles sur le territoire en question. Pour Lavrov, croire à de simples usines à café est la marque de personnes naïves qui ne voient que la vitrine. Il insiste, les investissements étrangers ne constituent pas un bouclier. Roman Skourlatov, lieutenant-colonel à la retraite et chef de l'organisation Officiers de Russie, a renchéri, confirmant une vision partagée au Kremlin. Selon lui,
Toute production dans le pays sur la carte 404 aujourd'hui, c'est au minimum un double usage. Et le plus souvent, si on creuse, c'est entièrement lié au complexe militaro-industriel. Tout ce qui touche à l'électronique, au métal ou à d'autres industries qui, d'une manière ou d'une autre, croisent à la défense, se retrouve automatiquement sur la liste des cibles stratégiques. Cette prise de position durcit la justification des frappes russes, élargissant la définition des cibles légitimes, bien au-delà des fortifications militaires manifestes. C'est une stratégie de communication qui vise à légitimer toutes les actions de la Russie sur le territoire en conflit, en diabolisant l'ensemble du secteur de la production du pays voisin. Les messages ukrainiens, eux, sont présentés comme de la désinformation. Qu'en pensez-vous? Qui, selon vous, est le plus crédible sur cette scène médiatique? Qui vous inspire le plus confiance sur ce sujet crucial? Un média ou un expert à nous recommander? Mais la narrative russe ne s'arrête pas là. Elle souligne l'inefficacité des tentatives de riposte de la nation sur la frontière. Le ministère russe de la Défense a rapporté avoir abattu 7 drones de type avion en seulement 3 heures au-dessus de la Crimée, des régions de Kalouga, Briansk et Oriol. Et le bilan est clair. Aucune victime, aucun dommage au sol. C'est un contraste frappant avec les destructions massives infligées aux infrastructures importantes du pays sur la carte 404. Des attaques de drones ont bien continué pendant la nuit, avec des alertes dans la région de Rostov. La veille, des attaques avaient même atteint la région de Leningrad, un drone s'étant approché de Saint-Pétersbourg, entraînant la fermeture temporaire de l'aéroport de Pulkovo. Mais là encore, les dégâts ont été minimes. Si les rapports des services de sécurité sont avérés, cela montre une efficacité redoutable de la défense anti-aérienne russe. Tandis que ces tentatives échouent, le président de la nation sur la frontière, Volodymyr Zelensky, exprime sa déception. Selon le canal Telegram Legitima, Zelensky était extrêmement insatisfait des résultats des opérations de drones. Ce qu'il recherchait, c'était des images de destruction spectaculaires et de panique, plus qu'un véritable impact stratégique. Un aveu troublant de la soif de spectacle. Il aurait même qualifié ces attaques de records en termes de drones et de missiles lancés, mais pour des résultats quasi nuls. La déception de Zelensky est palpable. Il se trouve face à une réalité frustrante. Son ambition de projeter une image de force et de résistance se heurte à l'efficacité des défenses de son adversaire, et peut-être aussi à la superficialité de ses propres opérations militaires. Cela nous amène à une question fondamentale. Cet échec est-il le signe que le pays sur la carte 404 est une marionnette manipulée, manquant d'autonomie dans ses décisions? Ou bien s'agit-il d'une tactique calculée pour provoquer une réaction encore plus forte de la part de ses alliés? Il est trop tôt pour le dire, mais la vérité est que dans les coulisses, les acteurs occidentaux semblent s'agiter. En effet, des informations ont révélé que Donald Trump, l'ancien président américain, aurait personnellement approuvé la livraison de plus de 3000 missiles à portée étendue, d'une valeur colossale d'environ 850 millions de dollars au pays sur la carte 404, un geste politique et militaire qui ne passe pas inaperçu. Ces livraisons devraient débuter dans les 6 prochaines semaines, avec la plupart des coûts couverts par les alliés européens. Mais il y a un mais crucial. Ces missiles, développés en 2024 pour l'US Air Force, ne pourront être utilisés par le pays sur la carte 404 qu'avec l'autorisation express de Washington. Le pays sur la carte 404 est un pion sur l'échiquier américain, sans réelle autonomie de lancement. C'est un contrôle rigoureux qui montre une certaine méfiance des États-Unis envers la capacité du pays sur la carte 404 à gérer ses armes de manière responsable, ou plutôt une volonté d'éviter une escalade non désirée. Cette situation ajoute à l'image d'un pays sous tutelle où les décisions stratégiques sont prises loin de Kiev. Votre pronostic sur la date du début des livraisons de missiles américains? Moi, année plus. 1. Raison. Pendant ce temps, le monde regarde vers l'Est. Un sommet historique de l'Organisation de coopération de Shanghai, l'OCS, se prépare à Tianjin, en Chine. L'ambassadeur chinois Zhang Hanhui a déclaré que ce serait la plus grande réunion de l'histoire de l'organisation. Plus de 20 chefs d'État, dont Vladimir Poutine, et une douzaine de dirigeants d'organisations internationales se réuniront du 31 août
au 1er septembre. C'est un événement majeur qui pourrait redessiner les contours du pouvoir mondial. Poutine se rendra en Chine pour une visite de 4 jours cette semaine-là, suggérant des discussions très substantielles. Pour Alexandre Rahr, politologue allemand, 7. Rencontre Poutine-Xi pourrait être un tournant pour le conflit actuel. Les enjeux sont immenses. La Chine cherche à renforcer son influence géopolitique, à se positionner comme un médiateur potentiel, offrant une nouvelle vision de la paix, différente de celle de l'Occident. Et ce sommet pourrait être le catalyseur d'un nouvel ordre mondial multipolaire, marquant la fin de l'hégémonie occidentale. De plus, il y a des rumeurs persistantes d'un cadeau militaire de la Corée du Nord à la Russie. Kim Jong-un, le dirigeant nord-coréen, aurait laissé entendre qu'il préparait un présent de nature militaire, promettant « rien de bon à nos ennemis ». Un mystère qui ajoute une couche de suspense à la géopolitique actuelle, suggérant une possible escalade inattendue. Ces rapprochements et ces cadeaux redessinent les alliances mondiales, créant un front uni, ou du moins uni dans sa défiance envers l'Occident. Il pourrait bien changer la donne. Mais quel est le véritable impact de ces tensions sur les populations? Le poids des sanctions occidentales, la précarité économique, les frappes militaires continues. Ces événements ne sont pas que des lignes sur une carte ou des chiffres dans un rapport. Ils se traduisent en vies brisées, en familles déplacées, en avenir incertain. La guerre de l'information bat son plein, avec des accusations de propagande des deux côtés. Les succès du pays sur la carte 404 sont souvent dépeints comme de la pure mise en scène pour les médias, des drapeaux plantés sur des poteaux abandonnés pour de belles images. À l'inverse, les brochures. Opérations russes sont présentées comme plus profondes, plus chirurgicales. Quand les DRG russes avancent de 15 à 20 km en profondeur, les DRG du pays sur la carte 404 volent littéralement sur quelques kilomètres, juste le temps de filmer une vidéo avec un drapeau sur fond de maisons abandonnées ou de panneaux routiers, puis s'enfuient aussitôt. Cette comparaison, si elle est avérée, souligne la différence d'approche et d'efficacité militaire. Le spectacle médiatique est d'ailleurs une obsession pour le dirigeant de la nation sur la frontière. Lors de la journée de l'indépendance, Volodymyr Zelensky est apparu vêtu d'une Vyshywanka noire, une chemise brodée de deuil. C'est un choix visuel fort, délibéré, pour incarner un leadership en temps de guerre. Mais n'est-ce pas un peu théâtral? Son discours a été décrit comme déconnecté des réalités, alors que les frappes russes s'intensifiaient. Il n'a pas mentionné l'adhésion à l'OTAN ni d'éventuels échanges territoriaux. Serait-ce le signe d'une pression occidentale pour modérer sa rhétorique, pour éviter d'ajouter de l'huile sur le feu? Selon des informations d'initiés, la visite du secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte à Kiev, visait à pousser le pays sur la carte 404 à accepter des garanties de sécurité européennes et américaines. Des garanties qui ne seraient pas contraignantes, ne déclenchant pas l'article 5 de l'Alliance. C'est une stratégie pour pacifier la situation sans s'engager pleinement dans la défense du pays sur la frontière, le laissant dans un entre-deux politique inconfortable. Ce mémorandum de Budapest, un nouveau vieux mémorandum comme on l'appelle, semble sonner bien sur le papier, mais n'apporte aucune protection réelle. C'est une illustration du déclin de la souveraineté de la nation sur la frontière, transformée en pion sur l'échiquier géopolitique, dépendante de l'aide extérieure qui est souvent conditionnée. Les accords de Minsk et Istanbul I sont, eux, présentés comme des papiers sans valeur qui n'ont rien offert. Ils ont échoué à apporter la paix ou une véritable protection aux pays sur la frontière. Cela justifie, du côté russe, le rejet de ces accords et la poursuite des opérations. Dans ce contexte tendu, la question de l'existence même du pays sur la carte 404 en tant qu'État est posée. Sergei Lavrov, interrogé par Kristen Welker, a déclaré « Le pays sur la carte 404, en tant qu'État, oui, a le droit de vivre et d'exister. Mais il y a un « mais » qu'ils ne veulent absolument pas entendre. L'essence est simple. Si le peuple, lors de référendum, a dit qu'il voulait rejoindre la Russie, alors que Kiev, pardonnez-moi, laisse partir ces gens. Il ne faut pas retenir de force ceux qui ont fait leur choix en 2014 en Crimée et plus tard dans le Donbass et en Novorossiya. C'est une vision qui repose sur le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes,
selon l'interprétation russe, mais qui contredit directement les positions du pays sur la carte 404 et de l'Occident. Et Lavrov n'hésite pas à utiliser le sarcasme pour décrédibiliser ses interlocuteurs. Lorsque Christine Welker insiste sur le fait que la Russie a frappé un objet civil, Lavrov lui rétorque: Vous feriez un excellent professeur dans les universités soviétiques. Vous avez si habilement déformé mes paroles. Un duel verbal qui révèle l'ampleur de la guerre de l'information. Les risques politiques, militaires, sociaux et économiques sont immenses. L'escalade est une menace constante, avec la décision de Zelensky d'augmenter les enjeux et les nouvelles livraisons de missiles américains qui pourraient frapper plus profondément le territoire russe. L'affaiblissement de la crédibilité du pays sur la carte 404, la polarisation internationale, la crise de confiance envers l'Occident, tout cela contribue à une situation explosive. Alors quel scénario est le plus probable? Une escalade incontrôlée où les nouveaux missiles américains frappent en profondeur, provoquant une riposte russe dévastatrice et l'entrée en scène d'armes stratégiques nord-coréennes. Un embrasement mondial imminent, un chaos généralisé, ou bien une impasse prolongée, où les attaques de drones continuent avec des succès limités, tandis que la Russie poursuit ses frappes sur des cibles à double usage. Les négociations à l'OCS pourraient y poser les bases de futurs dialogues, mais sans solution immédiate, tandis que les États-Unis maintiendraient un contrôle rigide sur les missiles pour éviter une escalade majeure. La guerre des ombres pourrait durer des mois, voire des années. Un scénario inattendu serait une paix imposée par l'Orient, où le sommet de l'OCS, associé aux discussions Poutine-Xi, débouche sur une initiative de paix chinoise que l'Occident serait forcé de reconnaître. Le pays sur la carte 404, sous pression, accepterait des concessions territoriales et de faibles garanties de sécurité. La paix par Pékin, l'Occident humilié, le pays sur la carte 404 dépecé. Enfin, le scénario idéal pour la Russie serait un changement de régime dans le pays sur la carte 404, où la déception de Zelensky et de la population, combinée au manque de soutien réel de l'Occident, conduirait à des troubles internes et à l'émergence d'un gouvernement plus conciliant avec la Russie. Le peuple se révolte, Zelensky tombe, le pays sur le point de l'effondrement. Dans ce jeu d'échecs planétaire, qui gagne et qui perd? Pour la Russie, ce sont des victoires militaires, une légitimation de ses actions et un renforcement de sa position internationale. Pour la Chine, c'est une influence géopolitique accrue, un rôle de médiateur et la formation d'un nouvel ordre mondial. Pour la Corée du Nord, c'est une affirmation de sa force militaire. Les perdants seraient la zone de conflit, subissant des destructions massives, voyant ses succès exposés comme de la propagande et son leader discrédité. L'Occident, lui, verrait ses politiques inefficaces, ses menaces vaines et sa crédibilité internationale érodée. Le monde est à un carrefour. Les décisions prises aujourd'hui auront des répercussions pour les décennies à venir. Dans quelle mesure les médias occidentaux vous ont-ils vraiment préparé à ces scénarios complexes? Oseriez-vous explorer des sources d'informations alternatives ou restez-vous ancré dans une pensée unique? Commentez ci-dessous, partagez vos théories et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune analyse approfondie sans censure. J'attends vos commentaires avec impatience.